on va pouvoir attaquer sur notre contenu de cet après-midi. Donc on a parlé budget climat il y a une petite heure. Maintenant, on va adresser un autre sujet qui est celui de la redirection écologique. Doit-on renoncer à la construction neuve en Île-de-France pour rentrer dans les limites planétaires ? Je vous présente en quelques mots l'APCC, l'Association des professionnels en conseil climat, énergie, environnement, donc qui anime cette journée climat sur le CELIF aujourd'hui. Donc on fédère et on représente tous les professionnels qui vont au quotidien dans les entreprises et collectivités apporter leur expertise sur toutes les missions de type plan climat, PCAET, évaluation environnementale, plan de mobilité simplifié et plus généralement tous les accompagnements nécessaires liés à la transition énergétique et écologique. Voilà, donc vous pouvez tous les retrouver fédérés au sein de la PCC. Alors je vais passer la parole à Philippe qui va nous présenter les intervenants de l'heure qui suit. Et moi je vous retrouve un peu plus tard à la fin de cette présentation. Bonjour à tous, je suis donc Philippe Bouter, Praxiliance, membre de la PCC et qui fait de la stratégie bas carbone et redirection écologique. Alors je pense qu'on va passer à la slide d'après. Face à l'urgence climatique, nos stratégies écologiques sont-elles suffisantes? Est-ce qu'il n'y a pas mesure de se demander s'il y a d'autres stratégies possibles? C'est pour ça que à la PCC, j'ai proposé à la PCC de faire cette intervention avec Alexandre Monin et Hervé Moll pour explorer une autre voie possible. Pour voir. Alors les questions sont pour la fin. On a prévu un temps suffisant pour les questions à la fin. Et vous aurez la présentation qui sera à votre disposition sur le site de la PCC. Alors je suis ravi de vous présenter Alexandre Monin, philosophe. Alexandre est co-auteur d'un livre qui s'appelle Héritage et fermeture, fermeture et héritage. Héritage et fermeture, pardon Alexandre, aux éditions Divergence et qui parle de redirection écologique. Alexandre est également directeur du master stratégie et design de l'Anthropocène qui forme à la redirection écologique. Il va nous en parler plus tard. Et c'est dans le cadre de ce master qu'une commande a été passée sur le thème de l'arrêt de la construction neuve en Île-de-France. Commande à laquelle Hervé Moll a travaillé, moi-même, et aussi William Van Gelderen. Alors Hervé Moll, qui est à ma droite, c'est la personne qui est à l'origine de l'idée de la commande. Hervé travaille pour Loma Management et il s'occupe de stratégie de redirection écologique et de prospective pour le compte de Harpas Trans. Donc Hervé nous a accompagnés tout au long de cette commande et il a beaucoup participé, il nous a fait bénéficier de son expertise. Un petit mot d'Harpas Trans. Harpas Trans est un cabinet de conseil dans le secteur de l'immobilier avec une centaine de consultants et nous travaillons, et donc Harpas Trans travaille à la fois sur les conséquences immobilières des nouveaux modes de vie, les problèmes de la nature et du vivant liés à l'immobilier, d'où une appétence forte en matière d'artificialisation, enfin d'arrêter l'artificialisation, et puis aussi à partir de cette année sur la redirection écologique, sachant que Harpas Trans a beaucoup travaillé sur le bâtiment durable. Merci Hervé. Bon, je vais laisser la parole à Alexandre qui va nous expliquer ce que c'est que la redirection écologique. Oui, je l'ai présenté. Et Praxiliance a un cabinet d'avenir de fort potentiel en matière de redirection écologique. Merci Hervé. Alors, merci beaucoup déjà d'être présente et présent. Effectivement, moi je vais vous présenter un petit peu le cadre au sein duquel s'est effectuée cette étude donc, que Philippe a bien gentiment présenter. Donc le Master of Science Stratégie et Design pour l'Anthropocène, qui est une formation donc, qui essaye de former justement des professionnels à la redirection écologique. Et donc si vous me le permettez, je vais dire deux mots un petit peu du contexte et de la redirection écologique en général. Alors la redirection écologique,
C'est quoi? Alors je suis complètement myope, donc je vais devoir me lever pour bouger un petit peu. Je suis désolé, c'est pas très très grave. Hein. C'est une approche donc, qui acte les ruptures que nécessite le fait de rester à l'intérieur des limites planétaires. Il y a cette idée que finalement, on ne peut pas faire juste du business as usual et escompter demeurer à l'intérieur des limites planétaires. Il y a des ruptures, des bifurcations, des arbitrages, des renoncements même. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, qu'il faut mettre en œuvre si on veut rester dans les limites planétaires. Tout ne pourra pas tenir demain. Et donc, malheureusement, on ne sait pas exactement aujourd'hui comment opérer ces arbitrages, comment opérer ces redirections de manière générale. Et donc, c'est là-dessus que nous nous focalisons, que nous essayons de générer de nouveaux savoirs, de nouveaux protocoles, de nouvelles approches, et puis de nouveaux profils, à l'instar de celui de Philippe, pour justement opérer ces redirections tout à fait nécessaires. On ne peut plus être simplement dans, on va dire, le développement durable, tel qu'il a été dévoyé, la croissance verte, les paradigmes de compensation, de substitution, etc., etc. Il s'agit donc de sortir par le haut d'une tension qu'on peut résumer de la manière suivante. Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux, que ce soit en Europe, aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays, anciennement colonisés, en développement, on les appelle comme on veut, à être attachés, dépendants à court terme de modèles économiques, modèles managériaux, modèles d'innovation et autres, et d'infrastructures qu'on ne peut pas maintenir à moyen terme. Donc on en est très dépendant à court terme, on ne peut pas les maintenir à moyen terme. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on arrive à sortir par le haut, ou le moins mal possible, de cette double injonction d'une certaine manière? Et c'est ça pour nous finalement le cœur véritablement de la question. L'enjeu est donc de savoir comment hériter de ce à quoi nous sommes diversement attachés, parce que les attachements ne sont pas les mêmes en fonction des populations, des pays, des profils, des classes sociales, etc., etc. Donc il y a un enjeu à enquêter sur ces attachements et d'inventer les moyens techniques et démocratiques, les deux. Il y a des questions techniques qui se posent, mais il ne faut évidemment pas balayer d'un revers de main les enjeux de justice sociale pour faire atterrir, fermer, désaffecter et réaffecter des réalités qui ne sont plus soutenables aujourd'hui et qui vraisemblablement le seront de moins en moins et le seront donc nettement moins demain. On mange notre pain blanc. Donc ça, c'est le livre que Philippe a bien voulu citer, donc Héritage et fermeture. Comment est-ce qu'on hérite de ces réalités-là pour entrer dans une époque qui ne permet pas de les maintenir, mais en même temps, on ne peut pas non plus y renoncer d'un claquement de doigts, évidemment. Et donc, nous avons créé une formation pour répondre à cette question, le Master of Science Stratégie Design pour l'Anthropocène, entre une école de management et une école de design, le SC Clermont Business School à Clermont-Ferrand, bien sûr, et puis Strat École de Design, une école de design à Lyon. C'est la première formation au monde qui aborde de manière opérationnelle les enjeux liés à l'Anthropocène, et pour le coup, je le dis sans forfanterie, au sein des organisations, des entreprises et des territoires. Donc les collectivités, les organisations, les institutions, les organisations, les entreprises, les institutions, les collectivités et donc les territoires. Et c'est une formation qui repose sur une pédagogie particulière, une pédagogie de la commande. On ne s'est pas fait plaisir en se disant on va faire des cours sur l'Anthropocène, sur la crise climatique à nos étudiants, les meilleurs cours possibles, et ensuite on va prier pour qu'ils et elles aient un emploi. En se disant peut-être que ça va le faire, peut-être que ça va pas le faire. Nous, notre conviction, et qui a été largement démontrée, pour le coup, c'est qu'il y a du travail à faire dans ces domaines-là. Il y a du travail à faire pour affronter les enjeux stratégiques, on va dire ça, des crises climatiques. Il n'y a pas forcément d'emploi qui correspond à ça aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'emploi de redirectionniste tel quel aujourd'hui. Si vous regardez le RNCP, il n'y a pas d'emploi en la matière, mais il y a du travail à faire. Et quand on s'adresse aux organisations, qu'on leur demande passez-nous une commande stratégique pour faire face à ces enjeux auxquels vous ne savez pas faire face aujourd'hui, ou auxquels des grands cabinets de consulting avec lesquels vous serez tenté de travailler ne savent pas faire en fait face aujourd'hui, on a des propositions justement de travail. Donc on a mené une quinzaine de chantiers l'année dernière. Donc, si je voulais résumer en un mot, il n'y a plus mon petit, c'est pas grave, ma petite photo. On est un petit peu l'agence Tourisque. Alors c'est une référence de boomer, moi j'ai 40 ans, même si je ne les fais pas forcément. C'est un peu l'agence touriste, je vous rappelle le générique, la dernière chance au dernier moment. Quand c'est la dernière chance au dernier moment, qu'on ne sait plus à qui faire appel, on peut s'adresser aux étudiants du master pour traiter des questions qu'on ne sait pas encore aborder, qui sont à la fois
extrêmement opérationnels et qui en même temps sont dans une démarche de recherche parce que les réponses s'inventent au jour le jour, les réponses n'existent pas encore. Et donc c'est ça véritablement qu'on a essayé de faire à travers une question comme celle dont on va traiter aujourd'hui, mais à travers d'autres questions aussi. Comment une collectivité renonce à des infrastructures auxquelles le public est attaché parce qu'elle ne va pas pouvoir les maintenir? Comment est-ce qu'on fabrique des GIEC locaux? Comment est-ce qu'on fabrique des alliances locales pour le climat? Comment est-ce qu'on renonce à des infrastructures comme des parkings, des stations de ski ou des choses comme ça, dont le modèle effectivement est dépourvu d'avenir, ou l'aérien sans doute demain. Et c'est des acteurs de ces domaines-là qui viennent nous voir parce que justement ils sont aux prises avec des questions qu'ils ne savent plus traiter. Donc c'est ça qu'on essaye de faire, et en leur rendant finalement service. Il n'y a pas évidemment de notion d'être dans une forme d'écologie punitive. Il s'agit vraiment d'apporter un service à des organisations qui en ont vraiment besoin, et donc des réponses opérationnelles. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alexandre pour cet éclairage. Je propose que maintenant on passe à une application de ces principes-là. Alors la question de l'étude, c'est de notre étude que nous avons traitée avec Hervé. C'est arrêter la construction neuve en Île-de-France. Est-ce une solution pour faire face aux limites planétaires? Quand on réalise l'urgence climatique, le poids de l'immobilier d'un point de vue environnemental, l'importance de la rénovation à réaliser et les arbitrages entre rénovation et construction qui vont devoir se poser à nous à l'avenir, on a clairement de la motivation pour cette étude. Alors voici le périmètre de l'étude. L'étude a concerné les logements, les bureaux et les commerces. On a exclu les bâtiments de production, les bâtiments de logistique ainsi que les équipements. Voilà. Le Grand Paris est intégré dans l'étude. Dit autrement, on considère tout arrêt de la construction neuve après la réalisation du Grand Paris. Donc vous voyez, j'ai mis un tableau qui récapitule les surfaces. C'est un nombre de surfaces à construire assez importante, de l'ordre de 23 millions de mètres carrés. Nous nous sommes appuyés sur des scénarios basés sur des institutions solides comme l'INSEE. Nous avons utilisé 2 scénarios pour regarder la faisabilité de l'arrêt. Un scénario qu'on a appelé Business as usual, qui est en fait la prolongation de la tendance de ces dernières années en termes de fécondité, d'espérance de vie et de solde migratoire. Un autre scénario qu'on a appelé scénario bas, qui prend plutôt en compte les hypothèses basses de l'INSEE en ce qui concerne les mêmes indicateurs. Et ces 2 scénarios nous ont permis de générer des sous-scénarios pour tout ce qui concerne les faisabilités liées à la digitalisation et à la capacité à rénover. Alors, voilà pour le cadrage. Maintenant, une des réponses à la question, est-ce que ça a vraiment un impact environnemental fort, la construction neuve? Eh bien, la réponse c'est oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il y a pour deux indicateurs majeurs, l'artificialisation et le gaz à effet de serre. Ça a un impact qui est majeur. L'artificialisation, la construction neuve, c'est responsable pour la moitié de l'artificialisation dans la région. Et arrêter la construction neuve, ça permettrait de réduire par 2 l'artificialisation, de l'ordre de 460 hectares par an. En ce qui concerne les gaz à effet de serre, déjà l'immobilier, ça a un poids majeur dans la région. De l'ordre de la moitié des gaz à effet de serre, c'est dû à l'immobilier. Arrêter la construction neuve, nous avons estimé qu'on gagnerait chaque année 8 millions de tonnes qui ne seraient pas engagées. Ces 8 millions de tonnes incluent les produits de construction et équipements pour fabriquer les bâtiments, ainsi que les émissions liées à l'exploitation des bâtiments pendant 50 ans. Donc si on compare les 8 millions de tonnes, même si ce n'est pas directement comparable, mais pour se donner un ordre de grandeur, aux 40 millions de tonnes des émissions de gaz à effet de serre de la région, ça représente quand même, ça fait 20%, quoi, c'est quand même important. Et en ce qui concerne les matériaux et les déchets, alors les matériaux, les impacts, si on arrête la construction neuve, on va gagner 8 millions de tonnes de consommation de matériaux, 3,4 millions de tonnes de génération de décès,
Les deux, ça représente 8% de ce qui est consommé au niveau de la région et ce qui est généré au niveau des déchets. Ces impacts qui sont quand même significatifs. Donc au vu de tous ces impacts, on se dit que la question de l'arrêt de la construction neuve est vraiment une vraie question, elle est corrélée à des enjeux forts de la région. Maintenant qu'on a vu que ça avait un impact environnemental, on peut se demander mais comment on fait? Est-ce que c'est faisable d'arrêter la construction neuve? Alors la réponse c'est oui et non. Je vais laisser Hervé développer le oui. Oui. Donc je développe la partie sur le oui, donc les éléments et les secteurs dans lesquels on peut arrêter la construction. Alors oui, dans le bureau et le commerce. Je dirais même que oui, c'est bon. Je dirais même que sur... c'est ça. Ah, voilà. Excusez-moi. Oui, alors excusez-moi. Oui, pour le bureau et le commerce. C'est-à-dire qu'il y a... notre étude a montré, donc on s'est appuyé sur les éléments de démographie, en particulier démographique de l'INSEE. Hein. Donc tous les chiffres sont issus d'études de l'INSEE. Et c'est vrai qu'à ce salon, c'était un des messages qu'on voulait faire passer. Il y a à terme un vrai risque en termes de bureaux et de commerce en Île-de-France. Et que le besoin en bureau et le besoin en commerce, si on réalise le Grand Paris, on va se retrouver avec des phénomènes de surproduction vraiment très importants, très graves sur le bureau. Nous pensons aussi très grave sur le commerce et en particulier sur l'arbitrage entre le commerce de périphérie et le commerce de centre-ville. Alors, pour cela, ces deux secteurs nécessitent d'avoir une réflexion essentiellement liée aux impacts de la digitalisation. Donc, on a étudié dans le bureau l'évolution de la démographie, l'évolution de la population active. Hein, donc, on s'est appuyé là sur les prévisions de l'INSEE. Hein. On a regardé la part de population de gens qui travaillent dans les bureaux. Et là aussi, on s'est appuyé sur les chiffres de l'INSEE. On n'a pas touché la vacance de bureau. On a de l'ordre de 6% de vacances de bureau en Ile-de-France. On n'a pas réduit la vacance. On n'a pas pris ce levier de vacances, qui aurait pu être une hypothèse. La principale lien, c'est le nombre de mètres carrés dont un travailleur aura besoin. Et nous pensons aujourd'hui que, avec le flex office, 2, avec le télétravail, on va se retrouver avec une baisse très importante des besoins en mètres carrés par salarié. Aujourd'hui, il faut savoir, il y a à peu près 21 mètres carrés. Si on fait le nombre de surfaces de bureaux divisé par le nombre de personnes qui travaillent en bureau, on est autour de 21 mètres carrés de train. Arpastrans travaille sur des scénarios aujourd'hui à 12-13 mètres carrés. Les tiers-lieux sont dans des scénarios à 7-8 mètres carrés par personne. Et donc c'est pour vous montrer l'ampleur de la chose. Et donc nous avons étudié différents scénarios où on baissait à 18 mètres carrés, on baissait à 16, on baissait à 14. Et on se retrouve chaque fois après on n'a pas besoin de faire le Grand Paris d'ici 2050 pour réaliser ça. Et avec le Grand Paris, on se retrouve avec 5, 7, 14 millions de mètres carrés en trop sur le sujet. Donc il y a un vrai enjeu bureau. Au niveau du CELIF, c'était un des messages qu'on voulait faire passer. Il y a un deuxième enjeu qui est un enjeu qui est plus discuté aujourd'hui, parce que je dirais que c'est sur le commerce, parce que je dirais aujourd'hui le discours qui est dit, c'est que l'e-commerce n'impacte pas les surfaces de commerce. C'est malheureusement pas vrai. C'est-à-dire qu'en réalité, les secteurs où vous avez beaucoup de ventes par e-commerce voient une chute impressionnante des surfaces de commerce. Alors vous avez l'exemple classique des agences de voyage. On voit bien aujourd'hui que les réseaux d'agences de voyage se déplument, que les surfaces d'agences de voyage disparaissent. Vous avez l'autre exemple connu qui sont les agences bancaires. Aujourd'hui, toutes les grandes banques ont des plans sur ce sujet. Donc on a aujourd'hui sur le e-commerce un vrai enjeu qui fait que déjà aujourd'hui, on a vu avec la nouvelle loi, on est dans une logique de limitation des surfaces et de pas de création de nouvelles surfaces de plus de 10 000 m². On va en réalité se trouver aujourd'hui avec une libération de surfaces de commerce liées au développement du e-commerce.
faut savoir aujourd'hui, on est entre, selon les hypothèses, entre 12 et 15% de e-commerce, suivant les mois qu'on prend en compte. Il faut savoir qu'en Asie, on est à 25%, et que les projections asiatiques sont de l'ordre de 30 à 40% de la vente par le e-commerce, et que l'Asie sera sûrement le moteur de la transformation de l'économie dans le futur. Donc il y a aujourd'hui, dans notre étude, néanmoins, nous n'avons pas pris en compte des évolutions qui pourraient jouer sur les surfaces, qui sont, le pouvoir d'achat. Si le pouvoir d'achat continue à se stabiliser comme aujourd'hui, voire légèrement régresser, il y aura un effet encore plus important sur les surfaces de commerce. On n'a pas pris en compte les évolutions des types d'achats, et en particulier, on voit bien que on voit bien que les achats de dématérialisation représentent une part de plus en plus importante des budgets des ménages, donc, ou à faible besoin de surface de commerce. Et un besoin de surface de commerce pour un téléphone est très léger par rapport à un besoin de surface de commerce pour des légumes, par exemple. Et alors par contre, le bémol à notre discours sur l'effondrement, parce que on peut quasiment parler à terme d'un effondrement des besoins de surface de commerce d'ici 2050, toujours l'hypothèse est d'un travail d'ici 2050, est à pondérer par l'accroissement des besoins de surface de logistique, qu'on n'a pas pris en compte. C'est-à-dire qu'une partie de cette baisse de surface sera compensée, en partie, peut-être complètement, peut-être plus, par les besoins de surface de logistique. Mais ce n'est pas la même nature, le même lien social. Il n'y a pas le même lien social dans une ville avec un commerce qu'avec une plateforme logistique. Donc ça changera, par contre, la sociologie et selon l'expression d'Alexandre, la cosmologie de ces surfaces sur ce sujet. Voilà. Donc deux messages. Un message d'alarme sur le bureau et aussi un message d'alarme sur les surfaces de commerce. Mais il y a un domaine où on ne peut pas arrêter de construire. Merci Hervé. Voyons pour les logements. Alors pour les logements, la réponse elle est un peu plus nuancée. C'est non dans le scénario business as usual, si on continue les tendances de ces dernières années, et si on ne fait pas beaucoup d'efforts de recyclage urbain. Dans le scénario bas, si on fait des efforts de recyclage urbain, il n'y a pas du tout besoin de construire. Mais dans les deux cas, une grande partie des logements peuvent être produits par régénération urbaine, c'est-à-dire essentiellement par des valorisations de friches et des rénovations urbaines. C'est vrai. Juste, on n'a pas eu le temps de mettre dans l'étude qu'on a fait avec Philippe, mais il y a une étude qui vient de sortir. Les friches, c'est la moitié de Paris. Aujourd'hui, en surface, c'est la moitié de Paris. Donc on voit le potentiel de logement qui pourrait être fait à partir des friches. Merci Hervé. Ouais, effectivement, il y a des stats qui viennent de sortir il y a quelques jours. La semaine dernière. Ouais. Donc, et de manière un peu plus moindre, de la densification horizontale et de façon plus marginale, densification verticale, des surélévations et puis des recyclages de bureaux et de commerce. Ok, merci. Et tout ça, c'est possible si on adapte l'offre de production de logements de manière qualitative, si on l'adapte à la capacité d'acquérir des logements pour les franciliens, donc à leur revenu économique, également à la taille des ménages qui est en train d'évoluer, et si on prend en compte les effets pendulaires. Alors, on n'a pas oublié la question de la maison individuelle, on l'a bien traitée. On a fini l'étude en fin septembre. Et alors, la façon dont nous avons traité cette question, c'est qu'on a bien vu que ça avait un impact environnemental fort, les maisons individuelles. Mais l'enjeu politique, il est extrêmement sensible. Donc, on n'a pas retenu ce levier comme étant un levier prépondérant pour déployer la redirection écologique sur ce sujet-là. Voilà. Je pense que c'est un message fort de la redirection écologique. C'est-à-dire que la redirection écologique dit qu'il peut y avoir des enjeux environnementaux forts dont on renonce à les faire parce que socialement, politiquement, cosmologiquement, c'est trop dur. Et donc, je pense qu'il y a ce débat de la maison individuelle. On s'aperçoit que c'est un débat qu'il faut manier avec beaucoup de précaution.
c'est vraiment de l'explosif. Et on a vu la pauvre ministre, elle a beaucoup souffert. Vous avez la voiture dans le périurbain qui est aussi un de ces éléments où on sait bien qu'environnementalement, il faudra arrêter la voiture, mais que concrètement, on ne peut pas arrêter la voiture. Donc ça, c'est un des messages forts de la réaction écologique, c'est qu'il faut savoir faire des arbitrages. Il y a peut-être des combats écologiques qu'il ne faut pas faire parce que, en termes de cosmologie, en termes de social, en termes politiques, c'est une bataille perdue d'avance. Alors, comment est-ce que nous sommes arrivés à ces conclusions? En fait, en croisant des études qui émanent d'institutions et d'organismes qui font autorité sur ces sujets, on a rencontré aussi un certain nombre d'acteurs. Et on s'est posé la question de quels sont les facteurs qui peuvent influer sur les besoins en surface de logement. Donc, le plus important, évidemment, c'est l'évolution de la démographie. Ça, c'est traité dans les scénarios qu'on vous a présentés tout à l'heure. Un deuxième important, c'est le ratio entre le nombre de logements construits et l'accroissement de ménages. Aujourd'hui, on construit deux fois plus de logements que l'accroissement de ménages. C'est 1,7 à peu près. Si on peut jouer sur ce ratio, l'impact il est énorme en termes de besoin de surface de logement. On a regardé aussi l'influence de l'accroissement du tourisme et des résidences secondaires, qui est relativement important. L'évolution de la taille des logements, avec le vieillissement de la population aussi. On a regardé comment est-ce qu'on pouvait mobiliser la vacance des logements, dans quelle mesure et quel était le potentiel de ce gisement-là. Et aussi, on a regardé des facteurs qui étaient plutôt des offres, des productions de logements sans construire. Et il y en a un certain nombre, donc on les a déjà évoqués tout à l'heure. Il y a le recyclage des bureaux et des commerces, également la densification urbaine et puis la rénovation urbaine également. Et les friches à valoriser aussi, c'est dans une certaine mesure de la construction, mais c'est pas de l'artificialisation. Et également, on a étudié un certain nombre d'offres qui sont émergentes, qui sont en train d'émerger, du style co-living, habitat intergénérationnel. Et le dernier aussi, oui, le foncier invisible aussi, qui est une production de logements intéressante. Ce qu'il faut aussi voir dans ce domaine, c'est qu'il faut sûrement construire plus, mais le vrai enjeu, c'est de construire mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 5 dernières années avant 2020, il y a eu beaucoup de construction de logements en Ile-de-France. On est dépassé les 80 000 logements par an. Mais le problème, c'est qu'on construit mal. C'est-à-dire que dans le même temps, la vacance s'accroît et les résidences secondaires s'accroissent. Donc il faut voir construire aussi des logements que les Franciliens peuvent se payer. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème aujourd'hui à construire pas cher et des logements pas chers. Et on a aussi aujourd'hui intérêt à éviter la concurrence du tourisme, du Airbnb, qui fait qu'il y a un certain nombre, alors c'est pas aussi grave que sur les logements de côte, mais il y a ça à Paris, qu'on construit des logements finalement pour des actions touristiques et non pas pour les ménages qui habitent en Ile-de-France. Donc il y a un vrai enjeu de construire mieux plutôt que de construire plus. Je remarque en tant que professionnel que c'est pas tellement dans le débat actuel, en particulier le débat qu'il y a eu avec le gouvernement sur cette question-là. En particulier sur l'aspect économique. Alors, comme ça a déjà été évoqué, là on vient de voir que l'impact environnemental de l'arrêt de la construction neuve, il est fort, que c'est faisable dans une certaine mesure. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire ça? Vous l'avez déjà compris, on l'a déjà évoqué. Dans l'esprit de la redirection écologique, on accorde une importance majeure aux enjeux économiques et sociaux et sociétaux. Donc là, c'est un peu c'est la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner d'un point de vue économique cette transformation et quels sont les leviers sociétaux sur lesquels on peut agir pour accompagner. Donc Hervé va nous présenter la partie économie. Alors sur cette partie économique, donc l'idée c'était de dire c'est bien beau, on arrête la construction, mais comment on fait pour le problème des emplois? Parce que ça pose un problème, surtout que l'activité immobilière est une activité considérable. Donc en France, c'est 2 millions d'emplois qui sont directement liés à l'immobilier. Alors, il y a d'abord un premier élément, c'est que la construction neuve, si on regarde l'ensemble du secteur immobilier,
représentent 30% des emplois. Donc c'est important, c'est très important, mais c'est pas la majorité des emplois ne sont pas liés à la nouvelle construction. Donc ça, c'est un premier élément positif. Ensuite, deuxième élément, donc là, on s'appuie sur les chiffres, non pas de l'immobilier, mais de la construction même. Donc on prend les chiffres de la FFB. Dans la construction en Île-de-France, la moitié des emplois de construction sont des emplois qui sont liés à la nouvelle construction. Donc l'enjeu, c'est de voir si l'on peut basculer dans un secteur économique qui fait 80% en rénovation, en gardant 20% pour de la nouvelle construction, on l'a vu sur le logement qui sera nécessaire, mais aussi les usines, les plateformes logistiques, les laboratoires de recherche qui ne sont pas inclus dans l'étude que nous avons menée. Et donc, il nous semble aujourd'hui, alors il en reste à assurer le financement, mais il nous semble aujourd'hui, d'ailleurs c'est confirmé en partie par l'étude qu'a fait le Shift, il nous semble aujourd'hui qu'avec les actions de décarbonation de l'immobilier, concrètement, j'enlève une chaudière à fioul et je mets une PAC. C'est ça les actions. Alors il y a plein d'autres actions possibles. Avec la rénovation du parc énergétique, dont on parle beaucoup, et avec la rénovation urbanistique, il va falloir qu'on se réorganise dans les villes, il va falloir qu'on accepte la voiture électrique, on va avoir moins de voitures, on va devoir diminuer le nombre de voitures, donc on aura moins de voitures dans les villes, donc il faudra qu'on change l'utilisation des places, des routes, etc. Avec ces trois chantiers, on a de quoi, voire même plus, faire travailler l'équivalent des gens qui travaillent sur la nouvelle construction. Le problème qu'on va avoir, mais qui est un problème presque plus global de la France, c'est comment on arrive à créer des champions de la rénovation, une logique économique de la rénovation, et je dirais, puisqu'on est dans le cadre d'un salon sur les élus, l'économie pour les communes et les comités de communes sur la rénovation. Les communes savent comment elles peuvent financer, agir sur leur budget avec la nouvelle construction. La vision de ce qu'elles peuvent faire dans le cadre de leur budget avec la rénovation est beaucoup moins claire. Et pour le moment, on est plus dans une logique où on demande aux communes de l'argent pour faire de la rénovation que d'en faire une source de revenus comme peuvent être la nouvelle construction. Donc il y a vraiment une refonte, une réorganisation de l'économie dans le sens large du terme pour pouvoir redéfinir ce besoin. On le voit parce qu'on a du mal à le mettre en place, cette rénovation, que le gouvernement a des bâtiments qu'il a du mal à rénover parce qu'il a du mal à trouver l'argent pour le rénover. Donc on voit bien qu'il y a à inventer une économie sur le sujet qui n'est pas évidente, qui est vraiment un sujet complexe. Et je pense qu'on tape beaucoup sur la classe politique, mais en même temps, ce sujet-là, par exemple, de la rénovation, est un sujet très complexe pour les acteurs politiques. Merci Hervé. Alors nous avons regardé de manière un peu plus générale les leviers et les freins qu'on avait au niveau sociétal. Donc politiquement c'est très difficile. L'immobilier c'est un point majeur de l'économie. Il y a beaucoup d'acteurs, c'est long et compliqué à changer. C'est aussi une question de participation locale. Donc c'est difficile politiquement. Il y a aussi des approches et des visions du monde qui peuvent freiner la démarche. Par exemple, le métier de l'immobilier est en général très orienté vers le neuf. Voilà, pour en citer qu'une. Également, nous avons vu qu'il y a, d'un point de vue technique, il y a un certain nombre d'outils qui sont déjà en place. Il y a toute une dynamique qui est bien enclenchée, qui permet de faire basculer un peu l'économie plus vers la rénovation, avec des subventions, des règles d'urbanisme qui sont un peu plus strictes, la politique sur le ZAN, etc. Il y a tout lieu de penser qu'on pourrait assez facilement accentuer ces outils-là. Les règles d'endettement ? Les règles d'endettement aussi, l'encadrement plus strict d'endettement pour l'acquisition des logements. Et enfin, il y a aussi de nouvelles approches et cosmologies qui permettent qui vont dans le sens de la mise en œuvre de la sobriété. Par exemple, il y a des architectes qui se posent des questions, qui remettent en cause le rôle de leur métier de l'architecture par rapport à la sobriété. Voilà. Je
sais pas si tu as Non, quelque chose à rajouter. c'est vraiment une question de type politique, parce que je dirais que la crise qu'a connue le secteur de l'immobilier avec la chute de la nouvelle construction qu'on a connue depuis 2-3 ans montre qu'en réalité, avec quelques règles administratives, réglementaires et une certaine vigilance, en particulier, je suis toujours moi très sensible à la vigilance sur les règles d'endettement qu'on permet ou qu'on ne permet pas à des ménages pour éviter le surendettement. Par rapport à ces différentes mesures, on voit que l'on peut faire chuter, on a fait chuter par 2 la production de nouvelles constructions sans décision politique. Donc je pense qu'il y a les outils avec l'artificialisation, avec les PLU, etc. Il y a les outils réglementaires pour faire chuter très fortement la nouvelle construction. Il y a par contre un vrai problème politique de construire un futur, un avenir partagé qui fasse accepter, qui rende désirable ce futur où il y aura à terme besoin de moins de nouvelles constructions. Alors, pardon. Alors les conclusions, on fait la conclusion à 2. Les conclusions par rapport à cette étude, donc on était par rapport au CELIF, on disait on a un vrai enjeu, il y a sûrement à changer le Grand Paris. On n'est pas à dire qu'il faut arrêter le Grand Paris, mais il y a sûrement à redimensionner le Grand Paris, puisque là nous avons parlé en tenant compte des constructions faites par le Grand Paris. Mais il y a plein d'autres communes, etc., qui veulent aussi construire au-delà du Grand Paris, donc ça ferait des choses en plus. Il y a cette question-là. Et il faut sûrement redimensionner quantitativement le Grand Paris et surtout qualitativement, moins de bureaux, moins de commerces et beaucoup plus de logements, et en particulier des logements à prix abordable par les Franciliens. Je rappelle que 70% des Franciliens ont des budgets où ils peuvent acheter ou louer du HLM. Deuxième chose, c'est que je pense que collectivement, les communes, la région, les départements doivent mettre en place des démarches pour surveiller la construction de bureaux et de centres de commerce, pour pouvoir réguler, définir ces conditions. Si on continue comme on continue aujourd'hui, on va se retrouver avec 10 millions de bureaux qui seront vides. Alors ça se fera de manière incidente, mais ils seront vides, avec tous les problèmes que ça pose par ailleurs. Donc il y a vraiment, je pense, une nouvelle gouvernance sur les bureaux et une gouvernance affirmée et beaucoup plus forte. Il y a toutes les actions de centre-ville sur le commerce qui est à mettre en place au niveau de l'Île-de-France. Alors les modalités, est-ce qu'il faut faire des observatoires, est-ce qu'il faut des nouvelles réglementations, mais il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est que, et en particulier les acteurs politiques ont un rôle important, il faut accompagner le secteur économique pour qu'il passe de la nouvelle construction à la rénovation. C'est dur, c'est difficile, c'est plus compliqué de gagner de l'argent dans la rénovation, c'est même plus compliqué certaines fois techniquement à faire de la rénovation par rapport à la nouvelle construction. Et donc, il faut que l'ensemble, on travaille sur cette bascule. Et en particulier, dans les collectivités locales, on a souvent des services ou des directions urbanistiques qui sont très polarisées sur la nouvelle construction. Il faut que 80 à 90% de leur activité soit dédiée à la rénovation et à la régénération urbaine. Et enfin, développer des logiques de sobriété. Alors, quand on avait fait l'étude au mois d'août-septembre, on se disait avec Philippe que là, vous alliez nous prendre comme des écolos de base en disant il faut faire de la sobriété. Alors, je voudrais juste vous rappeler que RTE vient de sortir son rapport sur le futur de l'énergie. 40% des gains sont liés à de la sobriété. Et dans la sobriété, par exemple, RTE prévoit qu'il y a plus de monde par appartement. Donc, pour les gens qui connaissent un peu les problèmes de logement en Ile-de-France, quand on dit qu'on va passer de 2,1 à 2,3 personnes par logement, c'est très compliqué et pas du tout dans la tendance actuelle de l'immobilier. Donc la sobriété que l'on regarde au niveau international, au niveau de RTE, etc., est malheureusement un passage un peu, je crois qu'on attend le rapport de l'ADEME sur ce sujet, est un passage un peu obligatoire. Donc il faut qu'on développe des outils d'aide à la sobriété, parce que c'est pas naturel la sobriété, c'est un peu comme quand on fait un régime, c'est pas du tout... Généralement, on a plutôt tendance à bien manger qu'à faire un régime. Et donc, il faut que les collectivités locales, les acteurs économiques se dotent d'outils pour manager, gérer cette sobriété qui n'est pas naturelle, en tout cas, et surtout pas naturelle dans notre système
économique actuelle. Voilà pour les... C'est ce que tu as des compléments à apporter, Philippe, aux conclusions. Non, je pense que c'est... voilà, en fait. Et donc, nous avons les 20 minutes pour vos questions. En vous remerciant de votre écoute. Merci beaucoup. Merci Hervé. Alors, oui, il me Merci, semble qu'il y a Alexandre. déjà des questions. Merci Philippe. Tout d'abord, merci pour cette présentation et je trouvais ça vraiment très intéressant. Et puis pour votre formation qui a l'air assez pertinente également dans sa forme et son format. Je voulais vous interroger sur les gaz à effet de serre issus de la construction neuve et je voulais savoir si vous aviez pris en compte le fait que la construction neuve, a priori, a plutôt une tendance à être en sobriété. Voire à énergie positive dans les obligations réglementaires de cette construction neuve à venir. Donc je voulais savoir si c'était un élément que vous aviez pris en compte pour dimensionner vos émissions de gaz à effet de serre. Et puis je m'interrogeais aussi sur la partie logistique et parfois en très grande contradiction avec la démarche de ZAN, de zéro artificialisation nette. Donc je pense que c'est un pan sur lequel il faut se pencher quand même. Parce qu'avec le développement du e-commerce, la logistique se retrouve en périphérie des villes, qui génère beaucoup de déplacements camions, etc. Et je pense que l'occulter, c'est un peu compliqué par rapport aux conséquences extra de votre rapport. Voilà. Alors, sur les remarques que vous avez faites sur la prise en compte de l'évolution de la réglementation sur la construction, j'ai volontairement demandé à Philippe d'être très prudent sur la prise en compte des baisses de consommation par bâtiment pour deux raisons. D'abord, pour le coup, Arpastrans et moi-même, j'ai fait beaucoup de certifications, donc je connais un peu le résultat réel de ces certifications. Donc il y a quand même un peu de gap à annoncer entre ce qui est prévu de consommer et ce qui est réellement consommé. Ça, c'est le premier phénomène. Et le deuxième phénomène, mais qui est un vrai enjeu, c'est que dans l'immobilier, on constate un effet rebond massif. C'est-à-dire là où vous avez une consommation qui est prévue divisée par 4, vous êtes très content d'avoir la même consommation qu'avant. Et si vous avez que 75% de la consommation, vous êtes hyper heureux. Donc l'effet de rebond, alors pour ceux qui savent, l'effet de rebond, c'est que quand j'ai un budget de 200 € à consommer de chauffage et que je prends un appartement avec 100 €, eh ben la tendance naturelle, c'est de prendre plus d'équipement et je reviens naturellement à une consommation de 200 €. Donc c'est l'effet rebond, hein, on rebondit, et qui est quand même très constaté dans le secteur de l'immobilier, qui a été étudié en Allemagne, hein, puisque en Allemagne, il y a eu un énorme plan de rénovation énergétique qui s'est avéré avec très peu de résultats en termes de gaz à effet de serre, en particulier à cause de ces effets de rebond. Et l'effet de rebond, c'est le problème de la transition écologique. La transition écologique annonce des performances et l'effet de rebond les détruit. Alors pour la logistique, vous êtes d'accord avec nous, on a fait un truc, on n'a pas fait la logistique, on a fait le warning de dire qu'on n'a pas fait la logistique. C'est aujourd'hui, en termes de gaz à effet de serre, et même d'environnement, hein, pour l'artificialisation, un vrai enjeu. Faut-il faire des entrepôts dans les centres-villes? Donc chez Carpastrans a eu la chance de travailler sur un immeuble inversé qui est un entrepôt en centre-ville. Voilà, c'est des vraies questions. Après, pour les facteurs d'émission liés au gaz à effet de serre, en fait, on s'est appuyé sur les expérimentations E+, C-, qui sont des expérimentations très récentes. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, mais merci également de cette présentation très, très intéressante. Une remarque effectivement qui rejoint un petit peu la logistique. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, Jean-François Pyrrhus, conseiller municipal dans le Val-de-Marne. Et donc, concernant la partie effectivement logistique, dissocier la création de bureaux du besoin de déplacement contraint en Ile-de-France, ça me paraît un petit peu compliqué parce qu'on sait très bien que vous avez évoqué les constructions liées au Grand Paris. Il y a une partie, moi je suis de l'Est parisien, il y a une partie des nouveaux bureaux liés au Grand Paris qui visent à rééquilibrer un petit peu l'offre de travail entre l'Ouest et l'Est, et donc de réduire des déplacements, et donc de contribuer positivement à l'impact carbone global. Donc je dirais que s'il s'agit de cibler
la création de nouveaux bureaux, il faut peut-être avoir une approche un petit peu différenciée selon les territoires par rapport à effectivement un ouest parisien qui est déjà surconcentré, avec des problèmes politiques de revenus qui vont aller derrière, etc. Ça, c'est ma première remarque. Et sinon, j'avais une question sur les modalités, effectivement, de rendre le logement plus accessible en région parisienne. Il y a des réflexions, des dispositifs qui commencent à voir le jour de dissocier la propriété du terrain du logement. Dans la rénovation, ça permettrait peut-être de financer la rénovation énergétique. Donc, est-ce que ça vous paraît être une piste intéressante ? Oui, en fait, on n'est pas rentré dans tous les éléments, les leviers, les nouvelles approches, mais effectivement, il y a pas mal d'éléments qui rejoignent les notions de propriété, en fait, nouvelle manière d'envisager la propriété, dont la dissociation du foncier et du bâti. Et, tout à fait, oui. C'est quelque chose qu'on a remarqué. Oui. Oui, alors donc il y a ça. Il faut aussi appréhender le fait que selon les études, 60 à 80% de la hausse actuelle de l'immobilier est liée aux conditions financières actuelles. On est passé de 20 à 30 ans et des taux très bas. Et donc une grande partie de la hausse du prix est, d'après les experts, corrélée à des conditions financières. Et donc, chez Arpastrans, la traduction qui est faite, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu, comme vous dites, à séparer le foncier de la construction. Et je suis d'accord avec vous que dans le domaine de la rénovation, c'est sûrement une piste à creuser, parce qu'on a des épaves thermiques, et aujourd'hui, on ne sait pas comment traiter concrètement ces épaves thermiques. On sait, techniquement, on sait, mais financièrement, en termes de propriété, on ne sait pas le traiter. Donc ça peut être une piste sur le sujet. Chez Arpastrans, on attire beaucoup l'attention, c'est qu'il faut véritablement aujourd'hui baisser de 30 à 40% les coûts de construction dans le logement. Donc il y a une multiplicité, il y a plein, mais c'est vraiment un enjeu et qui est un enjeu compliqué parce qu'en réalité il faudrait changer un peu la chaîne de valeur aujourd'hui sur le sujet. Peut-être remettre en cause les rôles des promoteurs, changer, il y a plein d'intervenants. Voilà, quelle est la marge acceptable pour les constructeurs. Enfin, il y a plein c'est très compliqué, mais c'est sûrement une piste à faire. Pour ce qui est du bureau, vous avez bien vu qu'en conclusion, il y a quand même les constructions en Ile-de-France, dans le Grand Paris, donc qui traitent. Bon, on n'a pas pour le moment d'effet pendulaire lié au Grand Paris. On attend ces effets pendulaires et on a aussi une inquiétude parce qu'il y a une gentrification de l'immobilier autour des gares qui fait que des personnes qui étaient à 2 heures de Paris se retrouvent à 2 heures de Paris toujours parce que sont obligés de quitter les gares alors qu'on avait espéré qu'avec ça, ils gagneraient du temps. Donc on a ça. Et sur le bureau, c'est pour ça qu'il faut mettre en place une nouvelle gouvernance sur le bureau parce que vous avez ce problème-là et puis vous avez le problème du télétravail qui va faire qu'aujourd'hui, on aura peut-être besoin de tiers-lieux à côté de logements. Donc on va avoir des nouveaux besoins de bureaux. Donc il faut pouvoir arrêter le bureau sans l'arrêter, oui, parce qu'il va falloir arrêter à certains endroits, et je suis d'accord que construire un immeuble de plus à la Défense me paraît très inutile, et par contre en reconstruire à d'autres endroits où il n'y avait pas de besoin de bureau jusqu'à maintenant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos 3 intervenants ? Bonjour, Nicolas Luton, EOD. Finalement, en fait, si on prend exactement complètement les résultats de votre étude, qui est vraiment très intéressante, je vous remercie beaucoup pour les éléments que vous avez transmis aujourd'hui, on pourrait se dire que finalement, ce qui est important, c'est pas vraiment de construire des logements, de construire du commerce, de construire de la logistique, mais plutôt d'imaginer de construire des bâtiments qui soient mutables, en fait. C'est-à-dire qu'ils puissent passer d'un domaine à l'autre et d'éviter la construction en silo qu'on trouve aujourd'hui avec les promoteurs qui s'appliquent à faire de la construction en termes immobilières d'un côté et de l'autre côté en fait des gouvernances qui sont assez difficiles à l'échelle territoriale puisqu'elles sont assez réduites en termes de territoire, en termes de couverture de territoire pour planifier justement la proportion de logements, la proportion de bureaux, la proportion de commerce.
Donc est-ce que vous pouvez un peu décrire qu'est-ce qui pourrait être mis en place au niveau d'une gouvernance peut-être territoriale qui soit un peu plus large que celle de l'échelle de chaque région pour permettre ce développement et cette mutabilité d'ensemble? Alors, on pense, on ne l'a pas développé, hein, donc ça je parle en live avec les discussions qu'on a eues avec Philippe et Alexandre. Nous, on promeut beaucoup que de mettre en place des processus démocratiques d'arbitrage. Voilà. Et donc, sur cette question de faut-il construire ou non un bureau, faut-il construire ou non un commerce, on est des décisions des observatoires qui permettent de gérer ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des bureaux qui se créent, alors que 2 km plus loin, il y a un bureau qui est transformé en logement. Hein, donc voilà, on peut avoir... Et c'est normal, parce que ce n'est pas la même commune, ou la même communauté de communes. Donc ils n'ont pas les mêmes enjeux, les mêmes arbitrages. Donc, donc d'avoir des processus démocratiques, et peut-être d'avoir des processus démocratiques qui vont au-delà de la commune. Hein, c'est là où... alors est-ce que c'est la région, est-ce que c'est etc. Mais est-ce que c'est les pays? Enfin là on rentre dans des discussions politiques, mais on est des discussions démocratiques approfondies. Est-ce qu'il faut faire des conventions, etc. Avec toujours un arbitrage par la classe politique, hein, sur le sujet. Le fait de faire des bâtiments qui sont transformables, c'est un plus, mais le mieux, c'est de certains endroits, c'est de ne pas construire le bâtiment. Donc, et pour ça, il faut définir un système. Donc, il faut... alors, ça peut paraître utopique, mais comme on va rentrer dans une période de sobriété, on va restreindre les voitures, c'est ça que prévoit RTE. Hein, on va restreindre les voitures, on va restreindre les logements, on va restreindre les consommations, etc., etc. On sera un peu obligé, volontairement ou brutalement, à le faire. Autant, dès maintenant, concevoir des systèmes de démocratie. Alors là vous dites que j'enfonce une porte, mais en particulier sur faut-il ou non construire des bureaux, afficher publiquement ses décisions, indiquer que c'est une zone rouge où il n'y a pas besoin de bureau, évidemment, il y a un bureau qui est créé. Enfin, est-ce qu'il faut faire des codes comme on fait dans les codes alimentaires, voilà, des choses de ce type qui sont inventées pour que collectivement, on arbitre sur ce sujet, puisque ce sera un arbitrage difficile. On a, comme disait, je pense qu'on a mangé dans l'immobilier, comme disait Alexandre, le pain blanc, aujourd'hui sur les mesures environnementales. Plus ça va, plus on va rentrer dans des décisions difficiles, et soit elles sont autoritaires, soit elles sont avec une démocratie un peu résiliente pour faciliter l'arbitrage, bon, qui sera toujours difficile, mais qui facilite l'arbitrage. Voilà la réponse que l'on aurait peut-être complété. Peut-être un complément très très rapide à ce que dit Hervé. On peut avoir d'ailleurs dans des bords politiques très différents des processus qui ne sont pas du tout démocratiques. Si je prends un exemple qui s'est posé récemment d'arbitrage sur la création des microprocesseurs à Taïwan, il a été décidé de garder l'eau pour fabriquer des microprocesseurs et pas pour que les gens puissent l'utiliser pour leurs ablutions, etc. Et ça, on ne leur a pas demandé leur avis, donc ça a été un arbitrage qui a été fait de manière non démocratique. Mais quand certaines municipalités envisagent de dire c'est la fin du sapin de Noël, du Tour de France ou que sais-je, en fait c'est pas du tout démocratique non plus. Et donc l'enjeu de ce point de vue-là, il est que on peut avoir des postures très très différentes, y compris au plan environnemental, écologique, et quand même ne pas avoir d'idée de comment est-ce qu'on arrive à rendre des arbitrages démocratiques. Et donc tout l'enjeu qu'il faut faire, c'est déjà d'y travailler. Donc c'est ça qu'on essaye de faire aussi dans ce cadre-là. Merci. Est-ce qu'il reste des questions pour nos intervenants? Non, pas de questions. Merci infiniment. Merci. Merci. Je vais quelques mots de conclusion. Donc bien évidemment, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là sur les conférences précédentes, vous retrouvez l'intégralité des membres de l'APCC dans notre annuaire des membres, disponible en ligne, pour vous accompagner sur toutes les problématiques liées à la transition écologique que vous pouvez rencontrer sur vos territoires. Ils sont classés par zone géographique, spécialité sectorielle et domaine de compétences.
Également, vous retrouvez sur le site de l'APCC un certain nombre de ressources accessibles gratuitement, donc les replays des conférences qu'on a déjà réalisées, les webconférences à venir, nos articles, nos publications. Pareil, tout ce contenu est à votre disposition pour que vous puissiez en user et en abuser pour avancer. C'est vraiment l'objectif, la mission en commun d'avancer collectivement sur les questions de la transition écologique. J'en profite également pour vous parler du sommet virtuel du climat, donc qui est un événement qui a lieu à la fin du mois et qui va présenter à travers une trentaine de conférences et une quinzaine d'ateliers, pareil, des expertises, des témoignages, des solutions, voilà, très pragmatiques, pratico-pratiques, pour répondre à la question de comment arriver à la neutralité carbone et rendre son territoire résilient. Donc voilà, c'est un événement gratuit et accessible à tous.